quand on regarde les patients atteints de troubles bipolaires, la moitié d'entre eux n'a pas eu de traumatisme. Et pour ceux qui ont eu un traumatisme, il reste à prouver que le traumatisme est à l'origine de la maladie bipolaire, parce que 70% des gens sur Terre feront l'expérience d'un traumatisme dans leur vie. Le traumatisme n'est ni nécessaire ni suffisant pour développer un trouble psychiatrique. Et donc, par exemple, moi, j'ai une maladie mentale, un trouble bipolaire très clair, et dans ma famille, et pour moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de traumatisme du tout, ni dans l'enfance, ni après. Vous venez d'entendre le docteur Mikhail Sikorav nous donner son point de vue sur les traumatismes et leur influence sur les troubles mentaux. Le docteur Sikorav est psychiatre bipolaire et TDAH comme il se définit lui-même dans ses vidéos. Il est très actif sur les réseaux sociaux depuis bientôt 2 ans et fait beaucoup parler de lui, notamment pour son conflit contre la CPAM. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'il pense, en tant que psychiatre, de la question des traumatismes à travers le short dont on vient de voir un extrait, mais aussi en regardant un article qu'il a coécrit avec Maxime Paulet, un psychologue et psychothérapeute, et publié sur son Substack sous le titre Les traumas expliquent tout ou pas. On se penchera aussi sur quelques passages assez révélateurs du livre qu'il vient de sortir, Blouse blanche, idées noires, où il tient le même discours que dans l'article. On va aborder beaucoup de choses, la vidéo va être longue, mais si comme moi la psychologie est un domaine qui vous passionne, vous ne devriez pas vous ennuyer. Comme l'article se divise en 2 parties, l'une étant le psychologue et l'autre le psychiatre, j'imagine que c'est Maxime Paulet qui s'est occupé de la première et Mikhail Sikorav qui s'est chargé de la seconde. Même si ma vidéo est plus une analyse de la pensée du docteur Sikorav, on va quand même s'intéresser à l'ensemble de l'article puisqu'il y a pas mal de choses à en dire. Au début de l'article, on nous dit: il y a un tabou en psychologie. Oser douter qu'il y ait un traumatisme caché dans l'enfance qui expliquerait le symptôme. Alors bien sûr, il y a des fois où les expériences traumatisantes de l'enfance expliquent très bien les difficultés. J'ai rencontré encore récemment une patiente dans cette configuration. Là n'est pas le débat. Là où je voudrais insister, c'est que ce n'est pas toujours le cas, et c'est ce caractère systématique qui fait des ravages. Ce qui me dérange dans ce début d'article, c'est quand on nous dit ce n'est pas toujours le cas. Sous-entendu, il n'y a pas toujours de traumatisme derrière le symptôme. En réalité, si on peut affirmer que quelqu'un a bien vécu un épisode traumatique, on ne peut jamais prouver à coup sûr qu'une personne n'a pas vécu de traumatisme. C'est impossible. Mais on y reviendra. Pour illustrer ça, on nous donne 2 exemples. Le premier sur les TOC et le second sur les tics. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, c'est la répétition du même geste un certain nombre de fois de façon rituelle, et les tics sont des mouvements incontrôlés, souvent au niveau du visage. Si vous voulez, les TOC c'est Raphaël Nadal avec ses bouteilles d'eau, et les tics c'est ce dont souffre l'acteur Vincent Lindon. Je vous lis le premier exemple qui nous est donné sur les TOC. Une patiente m'expliquait, déçue, son premier rendez-vous avec un psychiatre. Il y avait plein de red flags. Apprenant qu'elle souffrait de TOC sévères qui lui rendaient la vie invivable, il lui avait répondu que ce n'était pas grave, qu'un traitement léger la soulagerait dès les premiers jours, et qu'une bonne marche en plein air devrait résorber les symptômes. Mais là où j'ai le plus tiqué, c'est lorsqu'elle m'a rapporté qu'il lui avait dit que si elle voulait vraiment se débarrasser de son TOC, il fallait qu'elle découvre quel traumatisme inconscient de l'enfance la taraudait à son insu. Évidemment, soucieuse d'avancer dans sa thérapie, elle avait tout de suite téléphoné à sa mère pour en discuter avec elle. Et elles ont passé un long moment à refaire son enfance pour déterminer ensemble si elle n'avait pas été traumatisée sans qu'on ne l'ait remarqué. Et c'est tout. On n'a pas la suite de l'histoire. Elles ont trouvé quelque chose ou pas du coup? Je sais pas si vous avez remarqué, mais le mot long est écrit avec 5 O, comme pour nous dire que les 2 femmes ont perdu leur après-midi entière à chercher. En fait, on dirait que le seul but de cette histoire, c'est que l'on s'indigne que le psychiatre ait osé poser la question du traumatisme. Si je peux encore comprendre que l'on refuse de partir du principe systématique qu'il y a un trauma à la base de chaque trouble, il n'est pas non plus possible, comme je l'ai dit juste avant, d'affirmer avec certitude qu'il n'y en a pas. Finalement, en quoi prendre la peine de poser la question serait un problème? On ne la connaît pas, cette femme, après tout. On ne nous donne aucun contexte. On ne connaît ni la nature des TOC, ni l'âge auquel ils ont commencé. Et balayer d'un simple revers de main l'existence potentielle d'un traumatisme enfoui me semble clairement hâtif. Surtout qu'on nous dit quand même que ça lui rend la vie impossible. Vous dites au début de l'article que ce qui vous dérange, c'est le caractère systématique des traumas cachés. Mais vous vous indignez dès qu'un psychiatre en fait la simple hypothèse. Quand vous êtes confronté à un patient, vous n'êtes pas censé connaître son histoire dans les moindres recoins. Donc au mieux, vous pouvez juste émettre des suppositions,
sans établir de conclusion à la va-vite. On dirait que vous êtes plus motivé par votre envie qu'il n'existe pas de traumatisme que par le fait que vous détenez la preuve qu'il n'y en a pas. J'ai vraiment le sentiment qu'à travers ce premier exemple, on attend juste de nous qu'on dise « Oh, tu te rends compte? Il a osé lui sortir qu'elle avait un traumatisme d'enfance qui la taraudait. » À la limite de la faute grave, quoi. Ensuite, je tiens quand même à faire une remarque importante. Et là, je fais une hypothèse. Mais on sait très bien qu'il existe des cas d'abus sexuels de pères sur leurs enfants, où la mère, par peur des conséquences que cela peut avoir sur la famille au sens large, mais aussi directement par peur d'éventuelles représailles du mari, va tout faire pour taire ce qui s'est passé, en préférant laisser leurs enfants croire qu'ils sont juste dingues. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, bien sûr, discuter avec sa mère pour chercher un éventuel trauma d'enfance, pourquoi pas? Je vois pas où est le mal si elle est disposée à parler. Mais le fait que la recherche n'aboutisse à rien ne veut pas non plus dire qu'il n'en existe pas. Premièrement, parce qu'elle peut aussi être dans l'ignorance, et deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit juste avant, elle peut participer à une forme d'omerta volontaire, complice d'une certaine façon sur le traumatisme en question, pour maintenir les apparences et la cohésion familiale. Donc non seulement vous pouvez effectivement n'avoir aucun souvenir précis de ce que vous avez subi, autre que des réminiscences fugaces, mais en plus, bien souvent, vous ne pouvez pas compter sur votre famille pour vous aider à faire du sens dans tout ça. On va passer au second exemple sur les tics. Un patient vient me consulter pour une TCC des tics. Il m'explique, déçu, qu'il a pourtant trouvé l'origine traumatique de son symptôme. Son père avait aussi des tics. Peu présent dans son enfance, il a réalisé après un long travail psychothérapeutique avec une psychologue qu'il avait développé ses tics pour garder un lien avec le père absent, d'autant qu'il s'est éloigné au moment de ses 5-7 ans, âge d'apparition de ses tics. Mais il était embêté, avoir trouvé l'origine inconsciente n'avait pas résorbé le symptôme. Bon, déjà c'est un peu plus parlant. La personne a un père qui est décrit comme peu présent, donc clairement pas impliqué dans son rôle, et on apprend ensuite que l'apparition des tics coïncide avec son éloignement. Là, pour le coup, le trauma est clair. Manque de considération évidente du père, suivi d'un délaissement total, on est clairement sur quelque chose qui va fortement marquer un enfant. Mais s'il n'y a là aucun doute sur le caractère traumatique de l'exemple donné, les auteurs veulent attirer notre attention sur le fait qu'avoir trouvé l'origine du trouble n'a pas fait disparaître les symptômes. Ce serait bien trop facile si pour vous débarrasser de quelque chose qui vous a marqué durant des années, en l'occurrence l'absence totale de présence paternelle, il suffisait de mettre le doigt dessus pour dénouer tous les troubles que ça a générés, comme si on appuyait sur un interrupteur on-off. En réalité, il manque deux choses essentielles pour que cette personne puisse se débarrasser de ses tics. Premièrement, le temps. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, mais on nous dit dans l'article qu'il avait trouvé la cause de ses tics à la suite d'un long travail thérapeutique. Le temps, il a déjà donné, le pauvre. C'est vrai, mais il ne suffit pas de trouver la cause d'un trauma pour en sortir d'un coup de baguette magique. Et je peux vous donner un exemple très simple qui illustre ça parfaitement. Les personnes qui développent un stress post-traumatique suite à une guerre, que ce soit en tant que soldat ou en tant que civil d'ailleurs. Une fois la guerre terminée, s'ils entendent un avion passer ou tout bruit qui s'en rapproche, comme le grondement du tonnerre, ils peuvent ressentir une peur panique parce qu'ils ont été exposés à des bombardements fréquents. Ils ont beau savoir d'où vient leur trouble et avoir pleinement conscience que leur vie n'est plus en danger, ça ne change rien. Ils peuvent aussi avoir énormément de mal à s'endormir parce qu'ils ont développé une survigilance extrême qui les empêche de trouver le sommeil facilement. Il n'y a que le temps qui pourra venir atténuer les séquelles. Et encore, là on est sur un cas où l'origine des troubles ne fait aucun doute. Rien n'est sujet à interprétation. C'est beaucoup plus compliqué pour tout ce qui remonte aux premières années de la vie, où les souvenirs sont peu nombreux, voire carrément inexistants. J'en viens à la personne qui souffre de tics. En plus d'avoir besoin de temps, comme on vient de le voir, la deuxième chose indispensable pour s'en sortir, c'est le droit de ressentir et d'exprimer une colère légitime vis-à-vis de ce père défaillant. Car peu importe les raisons qui ont poussé ce père à prendre ses distances, l'enfant, de son point de vue, même devenu adulte, n'a pas eu ce qu'il devait avoir et n'a ni à comprendre ni à excuser les raisons derrière cette attitude. La thérapie doit être le lieu qui permette de travailler là-dessus, et ça n'est malheureusement pas quelque chose qui est souvent permis. La plupart du temps, le thérapeute, et je dirais même la société de manière générale, nous pousse au pardon avec des formules du type « Tu sais, ton père aussi a eu une enfance difficile » ou « Il a fait du mieux qu'il a pu » ou encore « Même s'il n'a pas été beaucoup présent, ton père t'aime malgré tout ». Des choses qui ne font qu'accentuer la culpabilité du patient qui n'a pas demandé à venir au monde. On nous dit ensuite « C'est une opinion controversée que j'énonce là, mais 1. Il n'y a pas toujours de trauma caché, et 2. Trouver l'origine ne soulage pas toujours la personne. » Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, par rapport au fait qu'il n'y aurait pas toujours de trauma caché, encore une fois, vous n'en savez rien. Et j'ai même envie de dire, vous ne pouvez rien en savoir. La seule chose que vous puissiez faire, c'est émettre des hypothèses. Et par rapport au second point,
Oui, bien évidemment, trouver l'origine du trauma ne veut pas dire en sortir automatiquement. Ça demande du temps, et suivant la nature du trauma, ça peut même en demander beaucoup. Sortir d'un trauma, c'est un processus qui peut être long et douloureux, parce que ça implique de retraverser certaines choses, de ressentir à nouveau la douleur qui a été enfouie jadis pour tenter de supporter une situation invivable, quelle qu'elle soit. Pourquoi je disais un peu plus tôt qu'on ne peut jamais affirmer la non-existence d'un traumatisme? Eh bien tout simplement parce que même lorsqu'il s'agit de notre propre existence, de notre propre passé, il nous est impossible de nous souvenir de nos premières années de vie. Plus on remonte loin, plus les souvenirs sont diffus. Comment voulez-vous que l'on se souvienne d'un traumatisme que l'on aurait pu subir alors que nous étions âgés de seulement quelques mois, voire quelques semaines? Et si on est dans l'incapacité à le faire pour nous-mêmes, comment pourrions-nous prétendre pouvoir le faire pour autrui? Je vois d'ici des gens hausser les épaules. Vous voulez un exemple, c'est ça? Eh bien, demandez à un homme circoncis qu'il vous raconte comment s'est passée sa circoncision. Et j'attends que des gens viennent me dire que subir cette opération, âgé d'à peine quelques jours et bien souvent sans anesthésie, n'est pas un événement on ne peut plus traumatisant. Un article publié par Ronald Goldman en 1999 qui s'intitule L'impact psychologique de la circoncision nous apprend que la majorité des hommes circoncis l'ont été en tant que nouveau-nés, qu'ils ne gardent aucun souvenir conscient de cet événement et que les émotions associées à cet acte sont la colère, un sentiment de perte, le sentiment d'avoir été victime et violé, la peur, la méfiance, du chagrin et enfin une jalousie envers les hommes qui n'ont pas été circoncis. Et ça n'est là qu'un exemple parmi toutes les choses que peut être amené à subir un bébé ou un enfant en bas âge. Sans oublier qu'il est pratiquement impossible pour nous autres, adultes, de préjuger de la façon dont un événement sera perçu par un enfant, quand bien même on peut trouver ça insignifiant à un âge plus avancé. Et pour illustrer ça, je vais vous donner deux exemples personnels. Je précise que ces exemples ne sont pas des preuves qu'il y a eu traumatisme, mais ça montre simplement à quel point notre perception d'un même événement peut varier en fonction de l'âge. Le premier, je devais avoir 5 ou 6 ans. On est en début de soirée, mes parents préparent leur repas et la télé diffuse en fond l'émission Nulle part ailleurs. Mes oreilles sont attirées par le ton provocateur d'un homme au regard fou, au visage ensanglanté et tenant une batte de baseball. Celui-ci invective tour à tour les personnes du public, l'invité et le présentateur. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il a de coller comme ça, lui? Hé, moi tant qu'il est. Tu veux ma photo? Regarde si j'en fais de ton matos, moi. Regarde. Regarde. Allez, dégage. Hé, y a un congrès de bicleux? C'est quoi ça? C'est à toi ces petites lunettes? Tiens, regarde. Et deux tapettes qui se sont bien foutues de ma gueule? Si, on s'est foutu de ma gueule. Des tapettes de Viltaneuse. Vous l'aurez compris si vous connaissez Nulle part ailleurs, il s'agit bien évidemment d'Antoine Decaune, interprétant l'un de ses innombrables personnages dans une séquence humoristique en fin d'émission. Seulement voilà, l'enfant que je suis ne voit pas quelqu'un jouant un rôle, mais simplement un homme ayant manifestement perdu la raison et qui finit toujours par être sorti du plateau en s'agitant dans tous les sens, porté par deux types plus costauds que lui. Et je ne trouve pas ça drôle du tout. Ce type me terrorise, littéralement. Aujourd'hui, ces sketchs me font beaucoup rire, mais je n'ai pas oublié ce que je ressentais à l'époque à chaque fois que je le voyais débarquer. Je passe maintenant au second exemple. On est quelques années plus tard, j'ai 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Je me trouve avec mes parents dans un camping pour les vacances d'été, et ce soir-là, le camping organise un karaoké. On n'est pas spécialement fan de karaoké, mais en passant près de l'endroit où la soirée est organisée, 3 hommes que mes parents connaissent ont eu envie d'amuser un peu la galerie et ont choisi la chanson Stache Tache de Michael Youn. La fille de l'un des 3 hommes se trouvait juste à côté de moi. Elle avait 6 ans. En voyant ces 3 clowns se déchaîner sur la scène, on était tous morts de rire. La petite fille, elle, s'est mise à pleurer. En fait, elle ne reconnaissait plus son père, tout simplement. Elle ne pouvait pas avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qui était en train de se passer. Voilà pour ces 2 anecdotes. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ça n'était pas des exemples qui prouvent qu'il y a eu traumatisme, mais ça montre bien la différence de perception d'un même événement en fonction de l'âge, et ça tient parfois à peu de choses. Si vous avez trouvé ces exemples insignifiants, ça veut juste dire que vous ne savez plus ce que c'est que d'être un enfant, avec toute la fragilité que ça implique, et de ne pas avoir le même niveau de vision du monde qu'un adulte. Beaucoup de choses peuvent marquer un enfant, voire le traumatiser, là où un adulte pourra vivre le même événement de façon tout à fait détachée. Donc dire que des parents ne se souviennent de rien de traumatisant pour leur enfant ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu traumatisme quand même. En plus, des parents ne sont pas forcément toujours conscients de tout ce que vit un enfant,
Déjà parce qu'ils ne sont pas continuellement avec lui, et ensuite parce qu'il y a un décalage logique entre les perceptions d'un adulte et celles d'un enfant. Donc dire d'après mes parents, je n'ai subi aucun traumatisme, et en conclure donc je n'ai subi aucun traumatisme, ça n'a juste aucun sens. Bon, jusque-là, l'article est quand même un peu léger au niveau des arguments déployés pour soutenir la thèse de départ selon laquelle il n'y aurait pas toujours de traumatisme caché derrière le symptôme. On va passer à la seconde partie et voir ce que le docteur Sikorav, en tant que psychiatre, pense vraiment de la question des traumatismes et de leur lien avec les maladies dites mentales. On commence d'emblée par des chiffres. D'un côté, on nous dit que 70% de la population générale déclare avoir subi un traumatisme, et quelques lignes plus bas, on nous dit « c'est vrai aussi chez les patients », sous-entendu les personnes souffrant d'une maladie mentale. Exemple avec les patients bipolaires chez lesquels on retrouve entre 40 et 60% de traumatisme. Et le docteur Sikorav conclut, soit en gros la même proportion que dans la population générale. Et déjà là, il y a un truc qui cloche. C'est pas du tout la même proportion. Si on considère que les deux études ont bien été réalisées, on ne peut pas prendre une partie de la population générale, à plus forte raison ayant des troubles psychiatriques, et arriver à un résultat bien inférieur. J'aurais pu comprendre un résultat supérieur, mais certainement pas l'inverse. De cet écart, on ne peut déduire que deux choses. Soit les bipolaires sont moins traumatisés que la moyenne, ce qui paraît quand même peu probable, soit les bipolaires ont moins conscience que les autres d'avoir subi un ou plusieurs traumatismes, ce qui est déjà beaucoup plus plausible et qui expliquerait pourquoi on arrive à un résultat bien inférieur. Et ça tombe bien, le docteur Sikorav est psychiatre mais aussi bipolaire. Et du coup, il se met dans quelle catégorie ? J'ai eu aucun traumatisme de ma vie. J'ai eu aucun traumatisme. Franchement, je vais dire, le truc le plus traumatisant, je pense, c'est mes parents qui me mettaient sous la douche froide parce que ça me calmait. Et depuis, j'aime bien les douches froides de temps en temps. Mais franchement, quand t'as un gamin qui hurle depuis 1h30, je sais pas comment tu fais. Donc voilà, j'ai jamais eu. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire rien que sur ce petit extrait, mais je vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. On y reviendra dans la troisième partie quand on parlera du livre. Pour l'instant, on va aller jeter un œil à la première étude. Rassurez-vous, on va pas la lire dans sa totalité, mais simplement revenir sur quelques points importants. Déjà, on peut regarder les 29 catégories de traumatisme proposées dans l'étude. J'ai traduit tout ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde, et je vous propose qu'on réfléchisse ensemble aux points suivants. D'abord, j'évoquais la circoncision dans la partie précédente, on a vu que c'était une source évidente de traumatisme. Eh bien j'ai l'impression qu'aucune catégorie ne correspond à ça. On pourrait à la rigueur opter pour la catégorie événement privé ou la suivante autre événement dans la partie sur les violences sexuelles, mais si on regarde les chiffres rapportés par rapport à ces catégories, les deux ont été sélectionnés par moins de 5% des personnes interrogées, ce qui ne correspond pas aux chiffres bien documentés de la circoncision qui concerne environ 30% des hommes en moyenne. Même si on divise ce chiffre par deux en tenant compte que des femmes ont aussi participé à l'étude, ça colle toujours pas. Et comme il n'y a pas de catégorie mutilation sexuelle par exemple, j'ai le sentiment qu'on peut en déduire que la circoncision n'a tout simplement pas été prise en compte dans l'étude. J'aurais aussi pu parler de l'excision, qui est une pratique quand même moins répandue, mais j'imagine que ça n'a pas été pris en compte non plus. Ensuite, il n'y a aucune catégorie qui corresponde au fait d'avoir un parent dépressif ou souffrant de toute autre maladie mentale ou ayant une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Ce qui est dingue, c'est que l'étude considère qu'avoir un enfant gravement malade est une source de traumatisme pour le parent, puisqu'il y a une catégorie claire à ce sujet, mais par contre, vivre à côté d'un proche qui se trouve parfois dans un état d'inaptitude à subvenir aux besoins d'un enfant, là, manifestement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas longtemps, je regardais un documentaire qui nous plongeait au cœur d'un centre qui accueille des mères qui n'arrivent pas à tisser de lien avec leurs enfants. On voit notamment une femme qui a du mal à regarder son fils dans les yeux et qui est incapable d'établir un contact physique avec lui. L'enfant n'est pas malade, mais sa mère, Christelle, hospitalisée elle aussi, se dit incapable de s'en occuper. Qui voilà? Elle souffre d'une dépression très sévère, survenue après son accouchement. Attends, il vous appelle là. C'est pas vous qui regarde? Non? Est-ce que vous arrivez à avoir un contact avec lui? Physique? Non. Non, j'ai du mal. Mais j'aimerais bien, mais ça me... On dirait qu'il y a quelque chose qui me retient. Un souvenir traumatisant a brutalement refait surface pendant sa grossesse, pour des raisons qu'elle ne s'explique pas. Des abus sexuels dans son enfance. L'accouchement difficile de son troisième enfant a achevé de lui faire perdre pied. Ça vous fait quoi d'être seule à seule avec votre fils? Ça me stresse. C'est-à-dire, vous ressentez quoi? Bah là, j'espère qu'il va pas pleurer, c'est tout. Là, j'arrive à
à garder son regard. Que quand je suis arrivée ici, quand moi je le regardais, lui il tournait la tête. Et quand lui me regardait, moi je tournais la tête. On n'arrivait pas du tout à communiquer ensemble. Même si on peut avoir l'impression que les enfants encaissent facilement ce genre de situation, ou ont l'air de ne pas réagir, les conséquences pour eux sont terribles à moyen et long terme. Quand on sait que des enfants finissent placés en famille d'accueil parce que les parents ne sont pas capables de s'en occuper, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou que ce ne soit pas considéré comme source évidente de trauma par l'étude. Il n'y a pas non plus de catégorie qui corresponde au fait d'avoir un parent négligent. Ce que j'entends par négligent, c'est un parent qui est soit complètement absent, totalement désinvesti de son rôle, soit partiellement présent, mais sans s'investir plus que ça dans son rôle de parent. Par exemple, quelqu'un tourné quasi exclusivement sur sa carrière, dans une pratique sportive intensive ou dans n'importe quelle autre activité, comme certains acteurs qui sont partis des mois durant pour des tournages sans voir leurs enfants grandir. Cette question de la négligence des enfants par leurs parents, c'est un sujet qui est pris beaucoup trop à la légère. Dans la première partie, on a vu à quel point cet homme avait été affecté par le peu d'investissement, puis le départ de son père, au point d'en développer des tics. Et pour finir le tour des choses qui sont absentes de l'étude, et qui sont quand même incontournables selon moi si on veut traiter le sujet du trauma à fond, c'est la question du divorce, et plus généralement de la séparation des parents, qui est très largement vécue comme un cataclysme pour l'enfant, avec tout ce qui en découle. De la simple incompréhension de la situation à la culpabilité, en passant par le sentiment d'abandon et l'insécurité affective qui va avec, au conflit de loyauté qui peut exister si l'enfant a l'impression qu'on lui demande de choisir son camp. J'en veux pour preuve les deux personnes que j'ai pris en exemple au début de la vidéo. D'abord Vincent Lindon, qui a développé des tics à la suite de la séparation de ses parents alors qu'il n'avait que 5 ans, et ensuite Raphaël Nadal, qui a remporté Roland-Garros tous les ans de 2005 à 2014, à l'exception de l'année 2009, année du divorce de ses parents. Il a, de son propre aveu, été très marqué au point d'en perdre l'envie de jouer, alors qu'il n'était pourtant plus un enfant. Bon, on a fait le tour des catégories manquantes, d'ailleurs j'en ai peut-être oublié, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va rapidement passer à la carte. Pour les 24 pays représentés dans l'étude, on peut voir le pourcentage de personnes qui ont dit avoir vécu au moins un traumatisme. Et on se demande bien comment il peut y avoir de telles disparités entre les différents pays. Rien que quand on voit le score de la Chine, inférieur à 55%, quand on sait que l'étude a été réalisée en 2016 et que toutes les tranches d'âge ont été interrogées, il y a forcément des gens qui ont grandi dans les années 1950 à 2000, et quand on connaît la réalité du travail des enfants à cette période en Chine, souvent très long dans la journée et dans des conditions parfois désastreuses, on se demande bien comment on peut en arriver à un chiffre aussi bas. Mais là aussi, il n'y a pas de catégorie pour ça, donc ça résout le problème. Pas de catégorie, pas de trauma. On pourrait aussi évoquer l'Espagne qui est également sous la barre des 55%, en étant le dernier pays d'Europe de l'Ouest à être sorti de la dictature en 1975. Et puis il y a le score de la Bulgarie, 28% et quelques, qui tient plus de l'anomalie qu'autre chose. Enfin bref, c'est quoi le problème qui ressort de tout ça finalement ? Eh bien déjà que ce genre d'études, ça se fait sur du déclaratif. Donc si une personne arrive et clame qu'elle n'a rien vécu de traumatisant, quand bien même elle peut être dans le déni, sous-estimer un événement vécu, l'avoir oublié parce que vécu à un âge trop précoce ou tout simplement l'avoir occulté pour tout un tas de raisons, ça fausse les résultats. Et l'autre problème, comme on vient de le voir, c'est l'absence pure et simple de certaines catégories de traumatisme. Le plus flagrant, c'est notamment le fait que l'étude ne fasse que très peu de place à tous les traumas spécifiquement liés à l'enfance, toutes ces violences dites ordinaires qui passent bien trop souvent sous les radars et qui sont pourtant extrêmement insidieuses pour la personne qui les subit. Donc une étude comme ça sert pas à grand chose, à part à la rigueur définir un seuil minimum de traumatisme dans la population générale, mais il faut pas réfléchir beaucoup pour comprendre que le résultat réel est très supérieur aux 70% donnés par l'étude. Avant de revenir à l'article, il faut quand même noter les quelques points positifs de l'étude. J'ai notamment relevé 5 phrases qui sont pour moi capitales et que je vais vous afficher dans leur version originale en vous les traduisant. Premièrement, puisque les déclarations rétrospectives peuvent sous-estimer les signalements d'événements traumatiques, tout particulièrement ceux rencontrés au début de la vie et chargés émotionnellement, un biais de rappel est inévitable. Ceux qui ont réalisé l'étude reconnaissent qu'il peut y avoir une sous-estimation des événements traumatiques survenus à un âge précoce, et je pense que c'est effectivement colossal. Et si certains pourraient être tentés de dire « attention aussi aux faux souvenirs qui peuvent influencer les résultats dans l'autre sens », je répondrai avec le point suivant. Un examen de la littérature sur la fiabilité des déclarations rétrospectives d'abus subis durant l'enfance indique que les faux négatifs sont fréquents et les faux positifs rares, ce qui suggère que nos estimations sont probablement sous-estimées. Ça veut dire que les gens qui rapportent des souvenirs d'abus dans l'enfance se trompent rarement. Par contre, il arrive souvent qu'il y ait des oublis, ce qui invalide assez facilement les arguments liés aux faux souvenirs qui seraient soi-disant extrêmement fréquents. Autre point très important.
Un autre exemple est celui de la revictimisation. Les abus durant l'enfance sont associés à une exposition ultérieure liée à des violences interpersonnelles et à des agressions sexuelles, avec l'idée selon laquelle les conséquences psychologiques de cette victimisation augmentent la vulnérabilité, facilitant la revictimisation. Dans le même ordre d'idées, une prise en charge précoce au sein de la famille est sans doute la chose la plus utile, étant donné que la violence interpersonnelle, constituée principalement d'événements survenus durant l'enfance, présente le risque le plus élevé de vivre de nouveaux épisodes traumatiques. Et enfin, il existe également des preuves que l'anesthésie émotionnelle et les comportements à risque résultant d'abus sexuels durant l'enfance peuvent contribuer au risque de revictimisation en raison d'une capacité réduite à répondre avec fermeté aux avances sexuelles non désirées. Les 3 dernières citations se passent de commentaires de ma part. C'est juste évident et en plus j'ai déjà dit plus ou moins la même chose en amont. Donc après ce long détour par l'étude qu'on vient de voir, on en revient à l'article où le Dr Sikorov nous dit: on pourrait discuter des heures sur les problématiques méthodologiques de ces études, la conclusion sera la même. La majorité des patients a été exposée à des traumatismes. C'est même pas un problème de méthode en fait, c'est un problème de définition. Il y a beaucoup trop de facteurs qui ont été mis de côté, probablement parce que considérés comme non traumatisants. L'argument qu'il développe après ça, c'est: la maladie mentale ne peut pas être expliquée par le traumatisme seul, puisque la plupart des gens qui ont été exposés à un traumatisme ne développent pas de troubles psychiatriques. Ce qu'il faut prouver, c'est le lien de causation entre le traumatisme et la maladie. La présence d'un traumatisme n'explique pas à lui seul la maladie mentale, tout simplement parce qu'il existe une palanquée de gens qui n'ont aucun trouble psychiatrique malgré une exposition à un ou des traumatismes, 96,1% des gens pour être exact. Il faut s'arrêter là-dessus quelques instants, parce que c'est fondamental. Pourquoi tous les gens qui se sont trouvés face à une situation traumatisante ne développent pas forcément de troubles derrière ? En réalité, il y a 3 facteurs principaux qui vont avoir une influence énorme sur la façon dont la personne qui a subi un traumatisme va évoluer par la suite. Premièrement, l'âge auquel les faits se sont produits et aussi leur récurrence. Plus les faits se sont produits tôt et plus ils ont été répétés, plus les conséquences pourraient être importantes pour la personne, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, par rapport au fait qu'un enfant est toujours plus vulnérable qu'un adulte face à des événements de même nature. Pas de souvenir ne veut pas dire pas de conséquences. On entend parfois « Oh, il est petit, il s'en souviendra même pas », comme si l'enfant n'allait garder aucune séquelle ultérieure, et ça c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Deuxièmement, la reconnaissance extérieure des faits, familiale et sociale, sans minimisation. Est-ce que ce que j'ai vécu est largement reconnu comme quelque chose de traumatisant, ou au contraire, est-ce que ça a plutôt tendance à être minimisé et banalisé ? Si on repense aux catégories de l'étude dont on a parlé tout à l'heure, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire à quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a vu un de ses parents tuer l'autre sous ses yeux, ou dont la maison s'est envolée suite au passage d'une tornade: « Oh, t'inquiète, c'est pas si grave, tu vas t'en remettre. » Par contre, d'autres choses ont beaucoup plus tendance, encore de nos jours, à être moquées, voire carrément tournées en ridicule. N'est-ce pas, monsieur l'ex-ministre de l'économie / écrivain ? Le Conseil de l'Europe condamne la France qui n'a pas interdit la fessée sur notre territoire. Qu'en pensez-vous ? Mais de quoi se mêle-t-il ? De quoi se mêle le Conseil de l'Europe ? Il a peut-être mieux à faire dans la situation de crise majeure que nous vivons. De quoi vient nous parler le Conseil de l'Europe ? De la fessée. Eh bien, qu'il nous fiche la paix et qu'il laisse les citoyens européens tranquilles, qu'il laisse les citoyens français libres de décider la manière dont ils éduquent leurs enfants. Je conteste au Conseil européen le droit d'aller me dire à moi qui suis parent de 4 enfants ce que je dois faire avec mes enfants. Quand on entend ça, il est très difficile de se dire que ce qu'on a vécu est non seulement sérieux, mais surtout anormal et dommageable pour nous, physiquement et psychologiquement. Et quand on voit l'article suivant du magazine Challenge, on constate à quel point ces idées sont encore très largement répandues dans la société. C'est la raison pour laquelle des personnes se sortiront mieux et plus rapidement de situations traumatiques a priori plus terribles, simplement parce que personne ne vient mettre en doute la gravité de ce qu'elles ont subi. Et troisièmement, la prise en charge à la suite des faits, rapide ou tardive, par des proches, par le biais d'un travail thérapeutique, etc. Une prise en charge psychologique précoce améliore grandement les chances pour que la personne traumatisée s'en sorte rapidement. Et ça fait suite au point précédent. Les événements qui ont tendance à être minimisés sont aussi ceux qui sont pris en charge le plus tard. Quand vous vivez parfois plusieurs dizaines d'années en pensant que ce que vous avez subi est normal, il est d'autant plus difficile d'en sortir. La conclusion de ces 3 points est la suivante. Plus les faits se produisent tôt, de façon répétée, sans reconnaissance extérieure et avec une prise en charge tardive, plus les conséquences vont être importantes et le fait de s'en sortir difficile. Ensuite, on dirait que le Dr Sikorov veut nous faire comprendre que la seule façon de subir les conséquences d'un traumatisme, c'est de traverser un état de stress post-traumatique. Sous-entendu, pas de stress post-traumatique, pas de trauma. Mais c'est faux. En réalité, il y a une façon plus sournoise de s'en sortir, et cette façon, c'est de reproduire ce qu'on a subi sur des êtres plus faibles que nous.
Ça tombe majoritairement sur les enfants parce que ce sont des cibles idéales qui n'ont aucun moyen de se défendre, mais ça fonctionne avec tout type de personnes sur qui on a de l'influence ou du pouvoir. Que ce soit un conjoint ou des subalternes, et dans certains cas, la violence peut aussi se manifester sur des animaux. Extérioriser des montées subites de haine sur ses propres enfants, ou rejouer sur eux des dynamiques de chantage, de manipulation, de rejet, ou quoi que ce soit d'autre, tout ça c'est terrible, mais c'est une façon pour la personne de ne pas avoir à faire ce travail d'introspection sur ce qu'elle a elle-même subi. Pour illustrer ça, il y a quelques années, j'étais tombé sur un message sur le site Babelio qui commentait un livre sur l'éducation des enfants. Je me souviens plus du livre en question, mais ça n'a pas d'importance. La personne écrivait: à force de lire qu'il faut complimenter son enfant dès que possible, j'ai fini par le faire sans même m'en rendre compte vraiment. Et ben ça marche super bien. En quelques jours, grosse amélioration. Et c'est vrai que du coup, tu gueules moins. Par contre, n'ayant plus ma dose de ralage-gueulage, je crains d'avoir effectué un transfert sur Julot qui pour la peine s'en prend un peu plein la gueule. Ça montre plutôt bien comment la personne se sert de son enfant puis de son conjoint pour extérioriser ce qu'elle n'arrive sans doute pas à exprimer autrement. Ce sont toutes ces raisons qui expliquent pourquoi les personnes qui ont été exposées à un ou plusieurs traumatismes ne vont pas forcément développer de troubles psychiatriques derrière. Soit positivement, parce que les conditions ont été réunies pour leur permettre de s'en sortir par le haut, soit négativement, parce qu'elles vont rejouer sur autrui les mécanismes destructeurs dont elles ont jadis été victimes. Et c'est à la lumière de tout ça qu'on comprend cette différence impressionnante entre le chiffre très élevé des personnes exposées à un traumatisme et le faible nombre d'états de stress post-traumatique qu'on nous donne au début de la seconde partie de l'article. 70% de la population générale déclare avoir subi un traumatisme, pour autant, parmi les exposés, seulement 5,9% vont développer un état de stress post-traumatique. Ensuite, le docteur Sikorav critique deux des théories qui tentent d'expliquer le lien entre l'absence de trauma et la maladie mentale. D'abord, la théorie du traumatisme transgénérationnel, puis celle de l'amnésie traumatique. Les parents, ou n'importe quelle génération d'ailleurs, ont eux été exposés à un traumatisme. C'est là que débute la théorie du traumatisme transgénérationnel. Je suis assez d'accord là-dessus pour le coup, je suis pas fan non plus de la théorie de transmission des traumas par les gènes. Mais il n'empêche qu'une personne traumatisée, qui subit les conséquences de son traumatisme tous les jours, a 1000 façons, entre guillemets, de transmettre son malaise à l'entourage, à plus forte raison s'il s'agit de ses enfants. Donc oui, plus on est entouré de personnes traumatisées, ou tout simplement mal dans leur peau, plus le risque que ça ait des conséquences négatives sur l'entourage, et donc les enfants, est élevé. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de trauma qui saute de génération en génération par les gènes, mais au contraire une continuité traumatique de proche en proche, parce que d'une certaine façon, le mal-être entraîne le mal-être. Le patient ne se souvient pas du traumatisme car c'est de l'amnésie traumatique. Si aucun membre de la famille ne se souvient du traumatisme, tout est prévu, la famille ment et ses membres emporteront le secret dans leur tombe. Non, le fait qu'un patient ne se souvienne pas du traumatisme ne veut pas forcément dire que c'est de l'amnésie traumatique. Comme je l'ai expliqué en première partie avec l'exemple de la circoncision, le simple fait qu'un événement survienne très tôt suffit pour qu'il ne soit pas accessible en tant que souvenir conscient, sans même parler d'amnésie traumatique. On ne peut témoigner que ce dont on se souvient. Plus le traumatisme intervient tôt, moins on est susceptible de s'en souvenir. Et je peux aussi vous donner un autre exemple. Tous les ans, des bébés meurent après avoir été secoués. Mais tous les bébés qui ont été secoués ne meurent pas pour autant. En réalité, les bébés qui meurent après avoir été secoués ne représentent qu'une infime partie de tous ceux qui subissent ce genre de traitement. Ils vont potentiellement garder des séquelles physiques et psychologiques, parfois lourdes, tout en n'ayant aucun souvenir conscient de l'événement. Et vous vous doutez bien que le parent, ou toute autre personne responsable d'ailleurs, ne va pas venir reconnaître le fait d'avoir secoué l'enfant. Et des exemples de violences invisibilisées comme ça, il y en a des tonnes. Il y a certains points abordés dans la fin de l'article qui sont en commun avec ce qu'on verra dans la partie suivante sur le livre. Mais il y a une dernière phrase à laquelle je voudrais réagir. Le docteur Sikorav nous dit « J'ai vu des familles éclatées en morceaux sans raison. » Alors là, je vais vous dire un truc. Quand il s'agit de nos propres familles, on est déjà très loin de savoir tout ce qui s'y passe. Alors être capable de dire pour une famille qui n'est pas la nôtre, qu'on l'a vu éclater sans raison, pardon mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il faut être d'une naïveté déconcertante pour penser que quiconque en connaît suffisamment sur une famille pour être capable d'évaluer si elle a des raisons suffisantes pour voler en éclats. Par définition, la famille c'est le premier lieu où règne mensonge et tabou, et ceux qui prétendent le contraire sont dans ce qu'on appelle le déni. Et ça tombe bien parce que le déni, c'est justement le thème de la troisième et dernière partie de cette vidéo. Un chapitre au début du livre Blouse blanche, idée noire du Dr Sikorav s'intitule Une enfance heureuse. Et avec la phrase d'accroche suivante, J'étais un enfant sans problème, on ne s'attend clairement pas à ce qui va suivre. Page 17. Mes centres d'intérêt devenaient des lubies, puis des obsessions. J'étais complètement accro.
L'histoire des cartes Pokémon s'est terminée par une crise de rage quand ma sœur a perdu une carte. S'en est suivi une nouvelle obsession avec les billes. Page 18. Dès l'enfance, je ne supportais ni la faim ni le manque de sommeil. La fatigue et la faim pouvaient me transformer en véritable démon. J'étais très bavard, je parlais sans arrêt, un vrai moulin à paroles. D'après ce que mes parents disaient, c'était épuisant. Je suis calme sous condition. Il y a des scènes dont mes sœurs se seraient passées. Elles m'ont vu dans des états pas possibles. Il fallait que je me dépense, sans quoi je laissais sortir la même bête que lorsque j'étais fatigué. Je ne m'épanouissais pas à l'école. Sans prévenir, je pouvais basculer dans une rage qui me rendait hors d'atteinte. La douche froide était la seule solution. Me laisser faire aurait été bien plus dangereux. Attendez, c'était quoi la toute première phrase déjà ? Ah oui, j'étais un enfant sans problème. Non, parce que j'avais l'impression qu'on était en train de lire une énumération de problèmes, mais apparemment non. Dès la phrase suivante, il nous dit, page 19, « Je me souviens, en revanche... » Et là, après en revanche, on s'attend naturellement à quelque chose qui contraste avec ce qu'il vient d'évoquer juste avant, à savoir l'épisode des crises de rage calmées par des douches froides. Donc on s'attend à ce qu'il évoque quelque chose de positif. Bien au contraire, il poursuit en disant « Je me souviens, en revanche, de moments où je ne pouvais pas m'empêcher de provoquer quelqu'un à la maison. Je ne m'arrêtais qu'après avoir poussé ma mère et mes sœurs à bout. » Donc le « en revanche » n'avait strictement rien à faire là. Il aurait plutôt dû dire « je me souviens aussi » ou « en outre » de moments où je ne pouvais pas m'empêcher de provoquer quelqu'un. Enfin bref, on continue. Page 19 toujours. « J'étais timide. Cette timidité m'a pourri la vie pendant des années. Je pouvais bouder pendant des heures, voire des jours. Une fois vexé, je n'arrivais pas à passer à autre chose. » Page 20. « La maladie de mon père ne m'a pas laissé de souvenirs marquants. Je le revois péter les plombs dans une grande surface. Ma mère me dira quelques jours plus tard qu'il était hospitalisé en psychiatrie. » Une phrase vient ensuite conclure cette énumération. « Je pense avoir fait le tour des choses essentielles de mon enfance. » Là, vous vous dites sûrement que j'ai fait exprès de ne sélectionner que les choses négatives. Mais non. Dans les 4 premières pages de ce court chapitre, rien de ce qui n'est évoqué n'est positif. Je vous invite à le lire par vous-même, vous n'avez qu'à mettre la vidéo en pause sur les différentes captures d'écran. Rien de tout ce qu'on vient de voir là, rien ne colle avec le qualificatif d'enfance heureuse comme le laisse entendre le titre du chapitre. Et si je lis toutes ces citations à n'importe qui, avec, je le rappelle, une tendance obsessionnelle aux passions, le fait de pouvoir sombrer dans de terribles crises de rage, d'être d'une taquinerie quasi compulsive, de se décrire soi-même comme timide et bougon et d'avoir un père souffrant d'une maladie mentale allant jusqu'à l'hospitalisation, à la lumière de tous ces éléments, personne, je dis bien personne, que ce soit des gens lambda ou des professionnels de santé, n'aurait l'idée de dire que cet enfant est, je cite, sans problème, comme le docteur Sikorov le prétend lui-même dans la toute première phrase. La seule façon de rendre tout ça cohérent, ce serait de mettre un point d'interrogation au titre du chapitre et d'enlever la première phrase. Alors, serait-on face à quelqu'un dans le déni ? Ça tombe bien parce que les phrases qui suivent, page 21, nous donnent directement des éléments de réponse. Il nous dit « Je vais être très clair, je n'ai pas subi le moindre traumatisme, ni dans l'enfance, ni après. Je ne retrouve rien. Personne autour de moi ne rapporte quoi que ce soit de traumatique me concernant. » Bon, déjà, dire « je ne retrouve rien », encore une fois, personne ne peut se souvenir de ses premières années de vie. C'est même pas une question d'amnésie traumatique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand des gens viennent témoigner des abus sexuels qu'ils ont subis dans l'enfance, ils disent presque toujours « ça a commencé quand j'avais 5, 6 ou 7 ans ». Parfois ils descendent jusqu'à 3. En fait, ça veut pas dire qu'il ne s'est rien passé de 0 à 3, 4, 5 ou 6, non. C'est juste que les gens ne s'en souviennent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'en souvenir. Et si certaines personnes sont tentées de me répondre qu'il ne s'est peut-être effectivement rien passé les premières années, j'ai envie de leur dire que quand des abus durent une bonne partie de l'enfance de quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à croire que le coupable se soit bien comporté pendant toutes les premières années. Surtout si c'est quelqu'un du cercle familial proche. C'est possible, mais le doute est permis. Tout ça pour dire que venir soutenir de façon ultra péremptoire qu'on n'a pas, je cite, subi le moindre traumatisme, ça peut pas aller. Et puis, par rapport à la phrase suivante sur le fait qu'aucun proche ne rapporte rien de traumatique le concernant, j'en ai déjà plus ou moins parlé dans la première partie, mais je voudrais quand même réinsister sur un point important. Il n'est jamais dans l'intérêt d'un parent maltraitant, ou complice de maltraitance, de venir rapporter un événement potentiellement traumatique à l'enfant ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Il y aura toujours une banalisation, une minimisation ou un effacement pur et simple de ce qui s'est réellement passé de la part des parents ou toute autre personne responsable de l'enfant, visant à atténuer leur responsabilité dans les conséquences de ses actes. Comme par exemple dans cette affaire où un homme nie devant le tribunal le fait d'avoir mis ses enfants de 4 et 6 ans sous l'eau froide pour les calmer, les accusant de mentir dans un esprit de vengeance suite à la séparation d'avec leur mère. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. J'ai moi-même déjà pu voir, dans ma propre famille, certains comportements, et quand vous allez quelques temps plus tard, parfois quelques années après, discuter de ça avec les concernés, vous entendez toujours la même chose. « Oh, c'était que ça !»
Ça n'était pas bien méchant, ou ça n'est pas arrivé plus d'une ou deux fois. Donc dire « personne autour de moi ne rapporte quoi que ce soit de traumatique me concernant », ça n'a strictement aucune valeur. Et puis il y a autre chose. Dans un entretien avec la chaîne La Psychiatrie du Soleil, le docteur Sikorov nous parle de ses antécédents familiaux. Et du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 psychologues différents avant d'avoir été diagnostiqué atteint d'un trouble bipolaire. Et avec le recul, c'est vrai que moi, si je suis psychologue et que j'ai quelqu'un qui vient pour des symptômes dépressifs et dans la famille, le père est bipolaire, la tante est louche, il y a des suicides, des pendaisons, il y a quelqu'un, il y a une femme qui s'est pendue et qui a mis le feu en même temps. Enfin, je sais pas si vous imaginez le truc. Il y en a un, on a appris qu'il avait sauté d'une falaise, enfin, c'est une famille, c'est surréaliste, hein. Ça a juste sauté une demi-génération, mais sinon, à chaque étage, eh ben, c'est extrêmement louche. Et c'est vrai que je pense que si les psychologues étaient formés, c'est quoi les antécédents familiaux? En fait, dès 14 ans, j'aurais dû être allô, il y a un souci. Rien que ça, en soi, c'est déjà perturbant, voire carrément traumatisant pour un enfant. D'ailleurs, le docteur Sikorov reconnaît lui-même que vivre aux côtés d'un conjoint souffrant d'une maladie mentale est quelque chose d'inimaginable, selon ses propres termes. Quotidiennement, j'ai des patients, moi le premier, qui viennent et qui disent oui, mais ils imaginent pas à quel point c'est dur d'être atteint d'une maladie mentale. Et il y a absolument aucun doute que les proches ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Mais il est aussi complètement inimaginable pour les patients de se rendre compte ce que ça fait que de vivre avec quelqu'un qui a une maladie mentale. Ok? Le proche supporte des trucs qu'il est inimaginable. Honnêtement, moi, quand je vois ce que ma femme a supporté, j'en ai encore honte. Donc, faut pas se faire avoir, ça marche vraiment dans les deux sens. Dans une autre vidéo, il poursuit sur le même sujet. Ma femme, si j'arrête mes médocs et que je rechute, elle se casse, tu vois. Elle se casse, elle a qu'une vie, elle a mieux à foutre que de me porter à bout de bras. Je pense que c'est vraiment important que les gens aient en tête que ça peut déconner du jour au lendemain parce que les proches peuvent se barrer. Moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit que ma femme peut se barrer, que la maladie peut être infernale sur mes enfants. Et je me sens coupable de peut-être leur avoir transmis ça. C'est bien beau de dire si je rechute, ma femme se casse, mais les enfants, eux, ne peuvent pas décider de se barrer. Si on admet que ça peut être invivable au quotidien pour un proche adulte, conjoint ou autre, alors quel impact ça peut avoir sur des êtres en construction quand ça concerne leur figure d'autorité, ces personnes sur qui ils doivent pouvoir compter, leur modèle pour grandir? Pour un enfant, c'est évidemment insupportable, mais en plus, ça peut faire peur à bien des niveaux, donc être traumatisant. Vivre auprès d'un parent souffrant de ce genre de pathologie, ça va nécessairement entraîner à court ou moyen terme l'émergence de certains troubles, c'est évident. Tout ça pour dire qu'avoir une famille où, je cite le passage du premier extrait qu'on a entendu, le père est bipolaire, la tante est louche, il y a des suicides et des pendaisons, pardon, mais si ça c'est pas déjà suffisant pour être considéré comme traumatisant pour un enfant, je sais plus quoi dire, hein. Alors, dire ça d'un côté et de l'autre, j'ai pas subi le moindre traumatisme, Pour en revenir au livre, juste après le passage précédemment cité, toujours page 21, il ajoute « Je n'ai pas non plus été confronté à la violence, quelle que soit la définition qu'on lui donne. » Là encore, c'est formulé de façon très péremptoire. Et en plus, il dit ça juste avant d'évoquer une fessée donnée par son grand-père. Mais passons. Donc aucune violence, quelle que soit la définition. Et la technique de la douche froide, c'est quoi alors? Je veux pas m'avancer, hein, je suis pas à la science infuse. Donc je suis humblement allé poser la question à l'intelligence artificielle. Généralement considérée comme une pratique inadaptée, violence éducative voire maltraitance, d'accord, atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle avec un potentiel d'humiliation voire de choc thermique, et enfin méthode inefficace sur le plan éducatif, bon. Donc prétendre n'avoir jamais été confronté à la violence, quelle que soit la définition qu'on lui donne, c'est pour le moins osé. Et puis quand même, écrire au sujet de ces fameuses douches froides. Page 19. Je ne l'ai jamais vécu comme de la maltraitance, ni comme quelque chose de violent. Puis, juste après, je n'en garde aucun souvenir. Alors ma question est la suivante. Comment peut-on qualifier un événement dont on ne garde aucun souvenir ni trace corporelle visible? La réponse est simple, c'est impossible. Par contre, prétendre ne pas avoir souffert d'une pratique qui, sur un adulte, serait automatiquement considérée comme une violence incontestable, c'est de la folie. D'ailleurs, regardez comment l'IA réagit quand on ne parle plus d'enfants, mais d'adultes par rapport à la douche froide.
C'est marrant, là c'est plus du tout tolérable. On parle de violence conjugale qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la dignité. Si quelqu'un se ramenait en disant «Oh, quand ma femme pique une crise de nerfs, je la traîne sous la douche froide, ça la calme un bon coup», vous imaginez bien que ce serait un motif de condamnation devant un tribunal. Mais sur un enfant, ça passe tranquille. Le fait qu'un acte pénalement répréhensible sur un adulte puisse être considéré par certains comme tout à fait normal, voire même ayant des valeurs éducatives sur un enfant, c'est pour le moins problématique. Et c'est justement là que se pose la question du déni. Le déni, c'est avoir conscience d'avoir subi des choses qu'on qualifie généralement de traumatisantes, mais de ne pas les qualifier comme telles, voire carrément de les normaliser, de les justifier. Ces gens sont dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Pour vous donner quelques exemples concrets de comment le déni peut se manifester, déjà en faisant quelques recherches sur l'histoire des douches, je suis tombé sur le post Facebook suivant. La personne nous dit «Je pense qu'on en fait tout un plat. Ce n'est qu'une douche froide. On s'alarme tout de suite sans s'imaginer la situation sur le moment même. Ce n'est pas parce qu'un enfant se prend une douche froide de temps à autre qu'il vit l'enfer. Personnellement, je me suis déjà pris des coups de balai, des coups de chaussure, des fessées et je me porte très bien, je vous assure. Je suis ni traumatisé ni psychopathe.» Là, on est carrément dans la validation pure et simple des maltraitances subies. La personne trouve ça totalement normal. C'est la forme de déni la plus terrible qui soit, et c'est d'autant plus terrible que c'est ce qui permet aux gens de reproduire ce qu'ils ont subi sur leurs propres enfants. Vous ne trouverez jamais un enfant qui vient de prendre des coups de balai ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, qui vous dira qu'il le méritait. À vivre, c'est toujours terriblement douloureux et humiliant. Et c'est bien des années plus tard que la personne vient fanfaronner en racontant qu'elle a subi ceci ou cela, mais que ça ne l'a pas traumatisé pour autant, à coups de formules du style « ça fait circuler le sang »,« j'en suis pas mort », ou encore « je l'avais bien mérité de toute façon ». Un peu facile. Deuxième exemple de déni, beaucoup plus subtil cette fois vous allez voir, on va entendre l'écrivain Emmanuel Carrère nous parler de son rapport avec sa mère dans l'émission La 20e heure d'Eva Bester sur France Inter. Alors, quel était son rapport à vous qui, par exemple, avez parlé ouvertement de votre bipolarité dans yoga et dans d'autres endroits? Est-ce que vous êtes senti aimé par elle? Oui, indéniablement. Non, on est... Oui. Enfin, j'ai été un enfant, et nous avons été, mes sœurs et moi, des enfants très aimés par une mère non seulement très aimante, mais qui n'avait pas, disons, cette espèce de raideur, de statut du commandeur qu'elle a acquis par la suite. À ce moment-là, c'était une jeune mère tendre, drôle. Je raconte quelques histoires assez marrantes et puis par la suite, même si nos relations ont été très compliqué, on s'est boxé et tout, mais c'était sur un fond d'amour. C'était un amour brutal, vache, mais qui ne s'est jamais démenti. Ça fait beaucoup de pour finir par nous dire qu'ils se sont beaucoup boxés et que tout ça s'est fait sur un fond d'amour, un amour brutal et vache. Vous comprenez sans doute pourquoi je disais que c'était un déni plus subtil. Parce qu'on pourrait être tenté de dire qu'il n'y a pas de problème vu qu'il commence à répondre en disant « oui, indéniablement ». Mais on sent bien qu'après ça, il nuance énormément et qu'il ne se contente pas de répondre d'un oui net et franc à la question. Les gens sont souvent très réticents à reconnaître qu'ils ont manqué d'amour ou qu'ils n'ont juste pas été aimés du tout. Et le dernier exemple, c'est nul autre que le docteur Sikorov. Commencer un chapitre en disant qu'on était un enfant sans problème pour ne faire qu'énumérer des problèmes par la suite, ne pas reconnaître le caractère traumatique du fait d'avoir de nombreux proches dépressifs ou suicidaires, ou encore ne pas admettre que la douche froide pour calmer un enfant, quelle que soit la situation, constitue un acte de maltraitance évident, à mon avis, au vu de tous ces éléments, on est face à une forme de déni assez sévère. Avant de passer à la suite, pour finir sur l'histoire de la douche froide, je me suis un peu amusé avec Lia tout à l'heure, mais pour être très sérieux sur la question, il est évidemment reconnu que ça fait partie des violences éducatives, au même titre que les gifles, les fessées, les coups de pied, les cris, les insultes, etc., comme le souligne la psychiatre Muriel Salmona dans son livre « Châtiment corporel et violence éducative ». Donc ne faites jamais ça sur vos enfants, s'il vous plaît. Pour en revenir au livre, entre les pages 21 et 22, il revient sur les études dont on a déjà parlé en partie 2, donc je passe directement à la suite. Page 22. Quand on fait émerger le traumatisme sans souvenir initial, est-ce que les patients s'améliorent? J'ai vu des familles se déchirer sur des traumatismes dont personne n'avait le souvenir. Pour l'instant, je n'ai pas vu de patients s'améliorer grâce à cette méthode. En général, quand traumatisme il y a un traumatisé et un ou plusieurs traumatiseurs, si je puis m'exprimer ainsi. Donc forcément, ça implique parfois que le ou les responsables soient confrontés à leurs agissements, et ça peut effectivement faire exploser une famille. Alors oui, bien sûr, la famille pourra toujours se défendre en disant que c'est n'importe quoi et que personne n'avait souvenir de quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs malheureux, mais ce qui se passe bien souvent, c'est que la famille fait bloc non pas autour de la personne qui souffre et qui témoigne d'un traumatisme, mais autour des personnes qui sont visées. En tout état de cause, je le répète, une famille qui se déchire sur un faux traumatisme, ça n'existe pas. Si une famille se déchire, soi-disant sans raison apparente, en général, il y a anguille sous roche.
Et ensuite, il faut arrêter de voir la question du traumatisme comme quelque chose d'unifactoriel. C'est pas juste je souffre d'une maladie mentale, je dois trouver l'instant T de l'unique événement traumatique qui en est à l'origine. C'est pas A explique B et C explique D, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est bien souvent une somme de facteurs qui, tous cumulés, et pas détectés ou pris au sérieux sur le moment, peuvent conduire un individu à développer certains troubles. Et comme je l'ai dit dans la première partie, retrouver le souvenir ou les bribes de souvenirs d'un événement traumatisant ne suffit pas à guérir la personne de tous ces maux d'un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est que la première étape d'un travail qui peut s'avérer long et douloureux. Ensuite, par rapport à la note en bas de la page 22, il nous dit « Les plus convaincus vont jusqu'à dire que la naissance elle-même est un traumatisme. Que voulez-vous répondre à ça ?» Cette façon limite narquoise de dire ça me dérange un peu, surtout venant d'un professionnel de santé qui plus est mental. Une naissance, ça implique de passer des 37 degrés du corps aux environs des 22 degrés de la pièce, de l'obscurité la plus totale à la lumière, de bruits complètement étouffés à des bruits forcément beaucoup plus forts, le tout en ayant les poumons qui fonctionnent pour la première fois. Et ça, c'est dans le meilleur des scénarios possibles, parce qu'il y a des millions de trucs qui peuvent mal se passer. De la prématurité à la césarienne, en passant par l'utilisation des forceps et l'enroulement du cordon autour du cou du bébé, tout un tas de trucs qui peuvent faire que le bébé ait peur d'y rester. Rien que si je prends mon petit exemple, je suis né avec les forceps, et comme j'ai bu la tasse, j'ai été aspiré et gardé dans une unité d'observation pendant quelques jours. Alors je dirais pas qu'on doit qualifier la naissance de traumatisante par défaut, mais venir soutenir le contraire me semble légèrement présomptueux. Page 23, il nous parle des faux souvenirs, mais je vais pas m'étendre sur cette question qui demanderait une vidéo à part entière, peut-être que je reviendrai sur le sujet un jour. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur la fameuse expérience dite du centre commercial d'Elisabeth Loftus, qui est l'une des premières à avoir fait des expériences là-dessus. On continue. Page 24. L'amnésie traumatique est l'une des explications réductrices de la maladie mentale les plus vicieuses, car les proches sont aussi visés. Et voilà ce qui dérange. Tout est dit. Il ne faut jamais, au grand jamais, mettre en cause les proches, et donc bien souvent les parents. Dans la page précédente, il nous dit que les chiffres des violences, notamment envers les enfants, sont vertigineux. Mais qui pourrait bien être responsable de ces violences ? Il y a des victimes, mais pas de coupables. C'est magique. C'est sûr que quand la personne qui écrit ces lignes est capable de valider la technique de la douche froide pour calmer une crise de rage, ou de dire « j'ai pris une fessée de mon grand-père, mais je cite « c'était bien mérité », on n'est pas prêt d'avancer. Page 24, il termine ce chapitre en nous disant « Il ne fait aucun doute que certaines personnes souffrent durablement de leur traumatisme, mais ce n'est tout simplement pas mon cas. » Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais toujours est-il que pour quelqu'un qui commence ce chapitre en écrivant « Les rares souvenirs que j'ai de cette période, puis ma mémoire me joue souvent des tours », je vous trouve bien sûr de vous. Il faut faire preuve d'humilité par rapport à ce qu'on ne connaît pas, déjà pour soi, mais aussi et surtout par rapport aux autres. C'est extrêmement prétentieux d'affirmer que quelqu'un n'a subi aucun traumatisme. Si on peut dire avec certitude qu'une personne a traversé un épisode traumatique, sans même chercher à savoir les conséquences que ça peut avoir sur sa vie, on ne peut en revanche jamais affirmer avec certitude que quelqu'un n'a rien vécu de traumatisant. Il faut rester prudent, ce n'est pas en voyant quelqu'un 30 minutes en consultation, même plusieurs fois par semaine, qu'on est en mesure de prétendre une chose pareille. À la rigueur, si on me dit que quelqu'un n'a pas de trouble psy, n'a aucune conduite addictive, dort bien sans prise de somnifères, ne fait aucun usage de violence physique ou psychologique sur ses enfants et n'a pas tendance à reporter sa colère sur eux ou sur autrui, et enfin se sent globalement bien dans sa peau et heureux dans sa vie, alors on peut au moins dire que si traumatisme il y a eu, la personne n'en a pas gardé de séquelles marquantes. Dans tous les autres cas, on ne peut apporter aucune conclusion définitive. Si vous voyez un enfant qui a développé un trouble psy quelconque, vous n'avez bien souvent aucune idée de ses conditions de vie réelles, de ce qu'il peut endurer au quotidien dans son milieu familial. Si les parents sont défaillants pour X ou Y raison, déjà l'enfant n'osera pas ou ne sera pas en mesure de le formuler tel quel. Et si vous voyez vous-même un des deux parents ou les deux, vous vous doutez bien qu'ils vont pas se ramener en vous disant « Je suis impossible à vivre, je crie sans arrêt, je m'occupe à peine de lui, ça doit être pour ça qu'il va mal. » Au contraire, ils vont tout faire pour dissimuler ce qu'ils font de travers. C'est bien rare qu'un praticien commence par se poser des questions sur le potentiel caractère étouffant voire violent du milieu familial, alors que c'est déjà par là qu'il faudrait regarder avant toute chose. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait prescrire à M. Sikorav pour l'aider à sortir de son déni ? Eh bien par exemple, la lecture du livre C'est pour ton bien d'Alice Miller, dans lequel elle analyse ce qu'elle appelle la pédagogie noire à travers une myriade d'exemples dans la littérature et des conséquences désastreuses que ça a sur le plan individuel et collectif.
J'anticipe un peu certains commentaires. Oui, je suis au courant qu'Alice Miller ne s'est pas bien comportée avec ses propres enfants, malgré tout ce qu'elle a écrit dans ses livres. Son fils s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans son ouvrage Le vrai drame de l'enfant doué. Donc je sais que ses enfants ont souffert et je précise que je ne souscris pas à tout ce qu'elle dit. Il n'empêche que ça n'enlève rien au travail d'observation et de compilation qu'elle a réalisé dans son œuvre. Elle a commencé à écrire tard, et lorsqu'elle publie son premier livre à l'âge de 56 ans, sa pensée a eu le temps de beaucoup évoluer par rapport à ses débuts dans le milieu psychanalytique, et à ce moment-là, ses enfants sont déjà bien grands. Maintenant, avant de conclure, on pourrait se demander pourquoi il existe des gens si hostiles au fait de poser la question du traumatisme, quand bien même on la poserait systématiquement. En quoi est-ce si gênant ? J'aime pas beaucoup comparer la psychologie humaine à de la mécanique, mais quand vous cherchez une panne sur un appareil, vous avez des choses que vous allez vérifier sans même vous poser la question, parce que ça permet de procéder par élimination sans passer à côté de quelque chose. Et bien là, c'est un peu pareil. Ceux qui prétendent que poser la question d'un trauma d'enfance caché serait une mauvaise chose se trompent. Surtout que, comme on l'a déjà vu plus tôt, l'enfance est la période de la vie où on est le plus fragile, le plus vulnérable, le plus manipulable, et que c'est aussi à ce moment-là que nos souvenirs nous font le plus défaut. En partant à la recherche d'un trauma, au pire, on ne trouvera rien, et au mieux, on aidera la personne à faire du sens dans ce qu'elle traverse. Après, ce qui peut aussi expliquer l'hostilité farouche de certains par rapport à la question du trauma, c'est qu'il faut bien admettre que ça n'est jamais quelque chose de plaisant d'aller regarder en arrière et de replonger dans des souvenirs traumatisants ou des émotions angoissantes. Ça peut même être terriblement difficile. Et par exemple, si quelqu'un fait toutes les nuits un cauchemar récurrent qui lui pourrit son sommeil, bien souvent les gens préféreront s'assommer en prenant un somnifère pour se mettre dans un état comateux et avoir l'impression de faire une bonne nuit, plutôt que d'aller chercher la source de ce cauchemar. J'ai pris cet exemple, mais c'est valable pour bien d'autres situations. Et enfin, ce qui justifie que beaucoup de gens refusent d'aller regarder leur traumatisme d'enfance, eh bien c'est le fait que quand on remonte en début de chaîne, bien souvent, ça implique de reconnaître les torts des parents, qui sont presque toujours impliqués d'une façon ou d'une autre, alors que la société au sens large, et aussi la religion, qui joue encore un rôle pour beaucoup de gens, ont plutôt tendance à encourager l'oubli et le pardon. Et je le répète une dernière fois, non monsieur Sigorave, les familles n'éclatent jamais sans raison. Un environnement familial sain, avec une communication fluide, sans non-dit, où les gens s'aiment véritablement, n'explose pas comme vous dites sans raison, ça n'a aucun sens. Par contre, les mensonges et autres tabous au sein d'une famille font énormément de mal. Après, il y a ceux qui veulent les voir et ceux qui préfèrent se boucher la vue. À un moment donné, il faut accepter de regarder la réalité en face. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand il y a traumatisme, il y a un responsable. Et bien souvent, quand on parle d'enfants traumatisés, le ou les responsables sont à chercher du côté des parents. Alors je vais sans doute pas me faire que des amis, mais tant pis. Je vais prendre un exemple qui moi me fait bondir à chaque fois, par rapport aux enfants qui sont harcelés à l'école et qui vont parfois jusqu'à mettre fin à leur jour. On entend systématiquement, je dis bien systématiquement, que les parents de ces enfants n'ont pas à culpabiliser de ce qui arrive à leurs enfants, et on va souvent jusqu'à les plaindre en disant « Mon Dieu, les pauvres, ils n'ont vraiment pas de chance ». Je vais dire une chose très simple, et je terminerai là-dessus. Si un enfant subit du harcèlement à l'école, peu importe la nature du harcèlement d'ailleurs, que ce soit des moqueries, une mise à l'écart ou carrément de la violence physique, à partir du moment où cet enfant sait qu'une fois rentré chez lui, il peut non seulement tout raconter à ses parents, mais qu'en plus il sait qu'il sera écouté et cru, et que les parents sont prêts à tout pour les défendre contre vents et marées, quitte à changer plusieurs fois d'école ou à le garder à la maison tant qu'une solution n'a pas été trouvée, alors je peux vous garantir que jamais cet enfant ne mettra fin à ses jours. Jamais. Si ce genre de drame arrive, ou même sans aller jusque-là, si le harcèlement dure des mois voire des années, ça veut dire que les parents sont négligents. Malheureusement, ce qui se passe en réalité, c'est que le harcèlement et la détresse vécue par l'enfant à l'école ne sont que le prolongement de ce qui se passe chez lui. Un enfant victime de violences physiques et ou psychologiques à la maison, ou même juste de négligence, sera beaucoup plus susceptible de devenir une cible de harcèlement ou un enfant qui va harceler. Ça marche dans les deux sens. Derrière chaque enfant harcelé ou harceleur, il y a un parent négligent. Alice Miller l'explique d'ailleurs très simplement, page 202 de son livre « Ta vie sauvée enfin » où elle répond à la question suivante. Quels sont les troubles suscités par la traumatisation et comment se manifestent-elles dans le comportement de l'enfant ? Un enfant traumatisé à la maison suit dès le jardin d'enfants, puis à l'école, le modèle destructeur qu'il a appris à la maison. Il montre de l'insécurité et de la peur, ou bien camoufle ses sentiments par de l'agressivité. Dans les deux cas, un enseignant dépourvu d'empathie parlera de mauvaise conduite et y répondra par des punitions qui aggraveront la peur. Il est assez rare de rencontrer des enseignants qui ont le courage de voir les mauvais traitements infligés par les parents et de leur en parler, afin de les informer des conséquences catastrophiques qu'ils auront sur leur enfant, souvent marqué à vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, merci de m'avoir écouté aussi longtemps, et ensuite n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si vous voulez soutenir mon travail. Il y aura de nouvelles vidéos sur d'autres sujets, mais comme la psychologie est un domaine qui me passionne, j'y reviendrai forcément tôt ou tard.
En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.